Bonjour maître. Bonjour Walid. Merci d'accepter notre invitation pour cette interview. Nous sommes à Tunis le 31 mars 2019. Juste pour l'histoire. Donc ma première question est très simple. C'est quoi l'aïkido? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait Et alors? quand je le saurai, je serai mort. Ça résume bien des choses. Je crois. Une première approche pour définir l'aïkido, c'est l'unification des énergies peut-être? Ou bien quoi? Pour moi, c'est ma vie. L'unification des énergies, je ne sais pas ce que ça veut dire. Pour quelqu'un qui commence l'aïkido, qu'est-ce qu'on pourrait définir pour lui faciliter la chose? Oui, l'unification, mais je ne sais pas si c'est l'unification des énergies ou l'unification des êtres. Ou... Il y a une idée d'unification, il n'y a pas de doute. D'unification par opposition à la dualité, de l'unité par rapport à la dualité, voilà. C'est une manière de construire ou de comprendre, plutôt que de construire, de comprendre l'unité. Qu'est-ce qui différencie l'aïkido d'autres budo? Il y a des budo sportifs comme le kendo ou le judo. On est dans la compétition, alors question unité, c'est zéro. Et la plupart des écoles traditionnelles sont des écoles où il s'agit de tuer l'autre. On n'est pas non plus dans l'unité. Et si on parlait efficacité? Parce Je que m'en beaucoup- fous comme de ma première chemise. Tout à fait normal. Ça ne m'intéresse pas. Mais beaucoup de jeunes cherchent toujours cette question d'efficacité. Ah bah oui, l'efficacité contre la Kalachnikov, vous allez m'expliquer comment ça marche. L'efficacité de l'aïkido contre les bombes, vous allez m'expliquer comment ça marche. Et l'efficacité de l'aïkido contre un tout petit microbe, vous allez m'expliquer comment ça marche. C'est une foutaise l'histoire de l'efficacité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si dans la rue on se bagarre, je vais être plus fort que le mec. Simplement, il va me sortir un rasoir, je vais être bien embêté, tiens. Non, j'y crois pas, l'efficacité. C'est une fausse histoire. Une fausse référence. Et dangereuse. Si vous voulez être efficace, il faut faire un stage à la Légion étrangère et apprendre à tuer les gens. Vous croyez vraiment qu'on apprend à tuer les gens en Aïkido? Non. Bon, la fin de la discussion, pour moi, c'est une discussion qui ne m'intéresse pas et je pense qu'il est une discussion qui est fausse depuis sa racine. L'aïkido deviendrait peut-être tout simplement un art, comme la peinture ou autre chose. Un art, oui, mais pas seulement un art. C'est aussi, c'est essentiellement, je crois, une manière de vivre sa vie, une philosophie au sens grec du terme. Pas des blabla allemands de philosophie. Hein. Je voudrais évoquer avec vous la question de vos influences. Quelles sont vos plus fortes influences à travers votre histoire? En Aïkido, tu veux dire, Oui. bien sûr. Maître Tamura, je l'ai rencontré, j'avais 15 ans et j'ai travaillé à ses côtés jusqu'à sa mort il y a une dizaine d'années. Donc ça, c'est une influence indéniable. Maintenant, j'ai rencontré d'autres maîtres avec qui j'ai aussi étudié et qui ont eu parfois une influence déterminante, mais il n'y en a aucun avec qui j'ai passé 45 ans. Et depuis votre première rencontre avec Tamura Sensei, des Il a dizaines- changé, j'ai Voilà. changé, oui. Justement. Tout le monde change, heureusement. En quoi a changé-t-il?
Quand je l'ai connu, il devait avoir 30... Oui, il avait à peu près 20 ans de plus. Il devait avoir 35 ans par là. Il travaillait comme un félin. Après, son aïkido a mûri, s'est transformé, a changé. Moi aussi d'ailleurs, et mon regard sur l'aïkido aussi a changé. C'est une transformation, je n'ai pas suivi comme ça, mais il y a une transformation, disons, parallèle, et avec les... C'est une sorte de maturation ou adaptation aux conditions qui changent? Conditions, par exemple, d'âge ou physique? Il y a les deux, il y a une maturation comme le vin, comme le bon vin. Le mauvais vin, il devient plus mauvais, le bon vin, il devient meilleur. Et il y a une adaptation, évidemment, puisqu'on est vivant, donc il y a une adaptation à des conditions qui changent. Si on ne s'adapte pas, on est déjà mort. Je crois, en tout cas. En quelle année ou à quel âge êtes-vous consacré complètement à l'aïkido? Et pourquoi surtout? Je crois, difficile à dire. Dans les années 70, déjà, j'enseignais pratiquement professionnellement. Puis je suis parti au Japon, j'ai pas fait que de l'aïkido. Je suis revenu du Japon en 84. Et là, j'ai mis le doigt dans la machine et la machine, elle m'a mangé. Quelle machine? La machine de l'aïkido, tiens. Ah, tu veux pas venir faire un stage? Comme moi, je suis très paresseux. Je dis, tiens, c'est pas plus mal qu'autre chose. Au lieu d'aller travailler au bureau, je vais faire de l'aïkido. C'est plus rigolo et je suis une victime de la paresse. Mais c'est sérieux. Oui, oui. Je vous pas. Hein. Vous avez évoqué le Japon. Quelle était l'influence de votre expérience là-bas pendant une dizaine d'années sur votre aïkido? Au Japon, j'ai pas énormément travaillé avec Kobayashi Sensei, mais je le voyais 1, 2 fois, peut-être 3 fois par semaine, et on discutait des nuits entières. Discuter, ça veut dire qu'on mangeait, on buvait, des nuits et des nuits. Donc, j'ai recueilli une masse extraordinaire d'informations. Et puis il m'a appris, il m'a montré, il fait toucher du doigt quelque chose d'essentiel, en particulier sur les pas, sur la marche, sur l'importance de l'axe, les angles. Il était parfaitement conscient des aspects physiques, c'est-à-dire relatifs à ce qu'on appelle la physique de l'aïkido. Un des rares japonais parfaitement clairs à ce sujet-là. Lui et Arikawa Sensei, 2 personnes de caractère et de style assez différents, mais parfaitement conscients les deux de l'importance de respecter les lois de la physique dans l'aïkido, ce dont je continue à parler en permanence. Quelle différence avec Arikawa? Vous avez évoqué qu'il n'était pas tout à fait avec les mêmes approches. Arikawa Sensei, il avait un aïkido qui pouvait être assez rough. Il fait toujours penser à un tigre, tu passes à côté, ou un lion, tu passes à côté, le lion ne bouge pas, et puis tu passes la 12e fois, tu te prends un grand coup de patte et il te bouffe. Imprévisible. Un fauve. Oui. A priori, les fauves sont imprévisibles. Enfin, je n'ai pas une très grande expérience des tigres et des lions personnellement. Hein. Je ne suis pas chasseur. Que ce soit Arikawa Sensei ou Kobayashi Sensei, ils m'ont donné des choses très importantes.
Donc dire celui-là plus que celui-là, non. Ils sont tous dedans, là. Ok. Pas là, là. Dans mon corps. Et Alors c'est difficile de prendre et de dire tiens ça c'est un morceau de Tamura, ça c'est un morceau d'Arikawa, ça c'est un morceau de Kobayashi, ça c'est un morceau de Nonaka, ça c'est un morceau de truc. Je ne peux pas dire ça. Et sur l'utilisation du Ken techniquement, je veux dire, pour vous, quelle approche apporte le Ken pour vous? Quelle approche? Apporte le Ken. Bon, moi je pense que la base des mouvements de la partie haute du corps en tout cas, c'est la logique du sabre. Donc il faut un minimum de connaissances de sabre dans un travail de sabre qui soit celui de l'aïkido et pas d'une école qui n'a rien à voir avec l'aïkido comme le kendo par exemple. Pas tout mélanger. Enfin, on parle d'aïkiken, moi je veux bien. Mais sans savoir un peu utiliser un sabre, un minimum de comment on coupe tout droit, comment on coupe kesagiri, je ne comprends pas comment on peut faire de l'aïkido parce que tous ces mouvements, ce sont des mouvements de coupe au sabre. Je fais n'importe quoi, Shironage, c'est des mouvements de sabre, ce sont tous des mouvements de sabre. On a absolument besoin de connaissances fondamentales. Mais on a aussi besoin de connaissances fondamentales en physique. Quand on voit moi je vois des gens qui respectent absolument pas les lois les plus élémentaires de la physique et disent qu'ils font de l'aïkido. Ben, l'aïkido c'est un art physique dans tous les sens du mot physique, c'est-à-dire que j'utilise mon physique et j'utilise la physique. Comment on peut faire un acte, un art, comment on peut pratiquer un art qui relève de la physique et du physique sans respecter les lois de la physique? Ouais. Ça ne tient pas debout, ça me semble d'un illogisme absolu. Et j'en ai entendu des conneries, hein. Et pas peu. Mais bon, au royaume de l'absurde, les bornes sont rois, voilà. Il y a des gens qui font n'importe quoi, mais ils le font un peu mieux que d'autres. Mais ça tient pas debout, point à la ligne, terminé. Ça, j'ai appris plus de Maître Kobayashi et Arikawa que de Maître Tamura. Parce que Maître Tamura, lui, la physique, c'était pas vraiment son domaine. Mais il savait faire, lui, c'est un artisan. Les artisans, ils sont pas toujours nécessairement des grands connaissants de la physique. Mais il savait faire, il avait le métier, il savait comment faire. Il savait pas toujours comment expliquer, mais il savait faire. Mais là, il faut prendre, il faut savoir... Il faut savoir attraper les choses qui te passent devant au bon moment. Si on parlait de Motokokai, cette grande famille, Oui, elle a certainement une caractéristique technique, je crois. bon, une caractéristique technique, oui, parce que les directeurs techniques, c'est Tiki Showan et moi. Bon, on se connaît depuis qu'on a 20 ans à peu près. Et on a toujours travaillé de manière très proche. Alors la caractéristique technique, elle est là. Maintenant, on n'a pas exactement le même style. C'est quand on a commencé à faire des cours ensemble, mais vraiment ensemble, c'est-à-dire tous les deux sur le tapis au même moment, que les gens ont compris qu'on ne faisait pas des choses totalement similaires, mais que ça allait dans la même direction. Ce qui a surpris beaucoup de gens qui pensaient « Ah, il y a le style de Tiki et puis le style de Benedetti, et c'est deux choses. » Alors que non. Ça, c'est pour le côté technique, mais le Motokukai, c'est pas tellement... Bien sûr, il y a la technique, parce qu'on a quand même quelques idées sur où on veut aller au niveau technique, et il y a des choses qu'on n'accepte pas, ou des choses au contraire, qu'on essaye de promouvoir. Mais l'essentiel de Motokukai, c'est une organisation qui est le fruit du rejet complet du système fédéral. C'est-à-dire un aïkido administratif dans tous les sens du terme. Au niveau de la domination de l'administratif sur la pratique, ça c'est la première chose, et au niveau de la mentalité qui infuse
la pratique qui est une mentalité de fonctionnaire de bureau. Hein. Alors voilà le programme et les écoles des cadres, les trucs. Cette structure-là, moi en aïkido, je pense que c'est la mort de l'aïkido. Et Tiki pense la même chose, donc on est d'accord. Justement, c'est pour ça qu'on est ensemble. Donc on a monté la seule organisation que je connaisse, la seule organisation anarchiste d'aïkido. Mais anarchiste, elle est anarcho-fasciste, c'est-à-dire quand même une direction. Mais sous la direction, il y a quelqu'un qui tient la barre du bateau. Et après, tout le monde fait ce qu'il veut, mais il y a quand même un capitaine à bord. Et le capitaine, il est deux, ce qui est difficile. Hein. Mais voilà, justement, avec Tiki, on est tellement d'accord que ça ne pose pas de problème. Ça n'a jamais posé de problème et je ne pense pas que ça en posera. C'est jamais, c'est Mektoub. Mais ça fait quand même une dizaine d'années que ça dure. Il n'y a pas juste, même pas ça, de problème à ce niveau-là. Mais bon, il y a des gens qui n'acceptent pas, qui pensent. Il y a des gens qui se sont trompés. Ils sont venus au Mutukukai en pensant qu'on était une petite fédération. Ils voulaient partir de la fédération, mais trouver une autre fédération. C'est erreur. Mais c'est pas non plus une espèce de supermarché de l'aïkido où chacun amène son truc et c'est la fortune du pot et chacun fait son truc. C'est pas ça non plus. Il y a une direction. On a eu, avec un de mes amis, on a eu quelques arguments à ce sujet-là. Et il est parti. Bon, mais liberté, libertad, libertad. C'est le côté anarchiste. Mais le côté fasciste, c'est qu'il y a une direction. Parce qu'il faut bien que quelqu'un tienne la barre du foutu bateau. Et bon, tenir la barre, ça veut dire choisir le cap. Après, si vous voulez faire la fête sur le bateau, on fait la fête, on fait ce qu'on veut, on s'en fout. Du moment que quand il faut, il faut quelqu'un à la manœuvre. Je ne sais pas si tu as fait de la voile, moi j'en ai fait pendant longtemps, je sais comment ça marche. Il y en a un qui tient la barre. On va par là. On va par là, attends. Le vent, il va où il veut, et les courants, ils vont où ils veulent. Donc tu essayes d'aller par là. Tu ne vas pas par là tout droit, ça n'existe pas à la voile, hein, on s'adapte aux conditions. Et puis chaque pays est un petit peu différent. Les conditions, en Tunisie, c'est pas les mêmes qu'en France, c'est pas les mêmes qu'en Espagne, c'est pas les mêmes que, je sais pas, en Angleterre. Chaque pays est un peu différent. Monsieur Stéphane, qu'allait-il faire dans cette galère? L'évolution des arts martiaux. Est-ce qu'on peut parler un jour de fin de l'aïkido? Oh bah, l'aïkido, c'est un être vivant, donc il est en train de mourir. Par exemple, si on parle de judo, avant il n'y avait pas de judo. On dit que Jigoro Kano, celui qui a fondé le judo. Et l'aïkido, ça a été fondé par un monsieur qui s'appelait Ueshiba Morihei. Maintenant, on tue le judo à travers les Jeux Olympiques. On élimine des techniques. Moi, j'ai fait du judo. J'ai commencé le judo en 1955. J'étais jeune en 1955. Moi, je suis né en 82. J'ai commencé en 1955. Il y avait un nombre impressionnant de techniques et certains qui étaient assez méchantes. Et donc les Jeux Olympiques où le judo a été introduit, c'était en 1964. Donc probablement, j'en ai pas un souvenir exact des dates, hein, vers 1963, j'avais 12 ans pour te dire. Le prof il nous a dit, ah bon, voilà le catalogue des techniques habituelles. Alors ça c'est interdit, 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 ça c'est interdit. Il y a la moitié des techniques de judo qui ont été interdites comme ça du jour au lendemain parce que pour adapter au programme sportif olympique, on a dit tout ça c'est interdit. Et c'est déjà arrivé ça dans l'aïkido, il y a déjà la moitié, qu'est-ce que je dis la moitié? D'après Ueshiba, le fondateur, il y aurait environ 3000 techniques de base. Chaque technique de base, c'est lui qui le dit, je peux vous envoyer le texte du machin si ça vous intéresse. 3000 techniques de base et chaque technique de base, 16 variations de base. 3000 par 16, ça fait 48 000.
Aujourd'hui, il y a bien s'il y a 100 techniques en comptant les variations, on est bien arrivé au bout. Hein. Il en manque. Et on en a enlevé encore plus en aïkido qu'en judo. Hein. Et l'aïkido participe au World Game, des trucs comme ça. Je crois qu'on est sur une très très mauvaise pente. Alors, dans la pratique d'aïkido, je pense qu'il y a un fil fin entre le rationnel et l'intuitif. Il y a les deux, oui. Ouais, enfin, ça c'est mon opinion. L'être humain, il n'est pas 100% rationnel, il n'est pas 100% intuitif. Bon, j'ai étudié avec un maître qui était plutôt très intuitif que rationnel. Mais moi, je suis européen de culture, j'aime bien qu'il y ait les deux. Et à mon avis, il faut équilibrer les deux. Merci.